Aucun peuple, aucune nation ne peut voir l'aube de la liberté sans engagement. L'inaction est le complice de l'oppresseur. Mesdames et messieurs, bienvenue sur R7. Je suis Jérôme Lemba et aujourd'hui nous allons parler de la journée internationale du soutien envers les victimes de la torture. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés l'international activiste, l'activiste international, Chris Dongui. Monsieur Chris Dongui, bonjour. Bonjour, chers compatriotes, chers compagnons de lutte du Rôle Wemba, merci pour m'avoir donné la parole. Et je suis également membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol et membre de la société civile congolaise. Donc, il s'agit ici de la question de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, comme tu as bien su le souligner dans ton expression. Et donc, aujourd'hui, nous parlons, comme il se doit, de la question notamment de 50 ans, je dirais, de torture et des crimes en République du Congo, parce que cela part des années 70 jusqu'à nos jours. Et c'est le même système qui continue non seulement à torturer les populations ainsi que les acteurs. Donc, quand nous parlons des acteurs, il s'agit ici des défenseurs des droits humains ainsi que des acteurs politiques. Voilà. Merci. Pour ceux qui nous suivent, merci pour cette présentation. Et en ce qui me concerne, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est vrai que je porte plusieurs casquettes, mais dans le cadre de l'activisme, je suis donc le président de la Ligue des Patriotes. Je suis également un membre actif d'Amnesty International. Et depuis un moment, je pense qu'il y a de cela quelques années, j'œuvrais plus dans le monde anglophone en ce qui concerne les droits de réfugiés, les droits des prisonniers, plusieurs activités, précisément au niveau de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Et donc, depuis un moment, j'ai ce fardeau-là de me concentrer sur ce qui se passe dans mon propre pays. Hein, comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas toujours être là en train de balayer la maison des autres pendant que la nôtre est en train de se brûler. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes ici. Comme vous le savez, la journée internationale de soutien aux victimes de torture est une action en fait qui se mène de manière globale à travers le monde. Mais en ce qui nous concerne, nous allons nous focaliser sur le Congo-Brazzaville. Donc, nous allons faire un focus sur le Congo-Brazzaville et nous allons donc faire un bilan des 50 ans de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, qui, en réalité, représente 50 ans de torture et de crimes pour le Congolais lambda, les acteurs politiques et les activistes. Alors, nous allons donc planter le décor. Déjà commencer par dire que notre objectif n'est pas d'apporter des faits sans argument. Nous avons avec nous, sur ce plateau, un témoin vivant qui a eu à travailler au pays et qui a également été victime des tortures et des crimes. Donc là, je parle de M. Dongui. Donc là, je vais demander, Monsieur Dongui, est-ce que vous pouvez déjà commencer par expliquer à ceux qui nous suivent quel est votre concept de la torture et en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, la torture et le crime au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il s'agit juste des rumeurs, des personnes qui sont contre le pouvoir qui parlent, ou il s'agit d'une réalité? Et est-ce que vous en êtes témoin? Merci, chers camarades de lutte, pour cette question. Ici, il faut rappeler au peuple congolais que le crime, notamment la torture, c'est un crime contre l'humanité. Donc, c'est un crime voilà, contre l'humanité. Donc, tous ceux qui sont responsables, notamment des crimes, ce sont des personnes qui, notamment, représentent un grand danger pour l'humanité, donc les tortionnaires. Et en tant que, je dirais, témoin vivant, puisque nous parlons ici du Congo,
Je vais repartir un peu en arrière. Vous savez qu'avant même notre venue au monde, nous avons eu plusieurs événements dans ce pays où vous allez constater, même les procès ont été bâclés et la majeure partie de ces personnes ont été envoyées au petit matin. C'est ce qu'ils appelaient à cette époque. Donc, nous allons parler des Ange Diawara, Ikoko, Oluka et Bakekolo, les Franklin Bukaka et bien d'autres. Et ensuite, nous avons la période notamment de l'assassinat crapuleux voilà, du président, le président Mariam Gwabi. Également, nous avons dans cette période également des gens qui ont subi des tortures. Nous avons le cardinal Émile Biaïnda et le président Masson Madeba également, qui a été également torturé avant de rendre l'âme. Donc, nous avons tous ce panoplie des crimes, des tortures que, voilà, bon nombre de nos citoyens ont subi, non seulement des citoyens, ainsi que des acteurs. Mais en tant que témoin, je dirais, de la période entre 2014 et 2000 jusqu'à nos jours, j'en ai vu, pas on m'a dit, parce que j'ai été également interpellé premièrement en 2015, avant le changement de la Constitution, et j'ai également été torturé. Vous imaginez, j'avais passé 2 jours ou 3 jours, si j'ai une bonne mémoire, les mettre derrière le dos avec des perles luminantes. Et j'étais à même au sol sur des carreaux. Et j'ai non seulement subi des tortures physiques, mais également mentales. Parce que ici, il faut pas seulement parler des tortures physiques, mais aussi des tortures mentales qu'on fait subir vis-à-vis, notamment des victimes de la torture. Donc, durant cette période, j'ai vu également des jeunes qui ont été torturés perdre la vie devant moi, parce que je me rappelle de cette période de 2015, où j'ai vu 2 jeunes succomber autour de moi parce qu'ils avaient des crânes ouverts. Déclaration du Cercle des droits de l'homme et de développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol suite à l'arrestation du coordinateur adjoint et porte-parole du mouvement citoyen Ras-le-Bol, Chris Belvi-Dongui. Chris Belvi-Dongui, coordinateur adjoint et porte-parole du mouvement citoyen Ras-le-Bol, a été enlevé à son domicile dans le quartier Mayanga à Brazzaville. Depuis ce jour, il est détenu dans les locaux de la centrale d'intelligence et de la documentation ex-GST, en violation non seulement des lois et règlements de la République, mais aussi des conventions et traités internationaux relatifs aux droits humains que le Congo a ratifiés. En effet, cette arrestation s'est produite le jeudi 25 mars 2021 à 5 h du matin. Alors qu'il dormait, un groupe
de personnes dont certains habillés en tenue de police et les autres en tenue civile ont escaladé le mur de son domicile, lui ont exigé d'ouvrir la porte de la maison, l'ont menotté et conduit à la CID, la centrale d'intelligence et de la documentation, sans au préalable l'informer du motif de son arrestation, en violation de l'article 11 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui dispose que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Jusqu'alors, nous n'avons aucune information sur le motif de son arrestation, ni sur son état de santé, même pour sa famille qui n'a été autorisée de le voir dans les locaux de la DGST. Nous craignons qu'une atteinte soit portée sur son intégrité physique du fait des méthodes non conventionnelles couramment utilisées par ces services. Je parle ici des services de la DGST, devenus centrale d'intelligence et de la documentation. Chris Belville-Dangui a activement participé à l'éveil de la conscience citoyenne par l'action civique de terrain et la communication par les réseaux sociaux, notamment sur les enjeux du scrutin du 17 et du 21 mars dernier, et la responsabilité des citoyens dans une république. Il a été très suivi à cause de la pertinence de ses analyses et la complexité des sujets qu'il a souvent abordés. L'espace médiatique étant fortement monopolisé, dans le silence coupable du Conseil supérieur de liberté de communication et les débats contradictoires quasi inexistants, le devoir nous a donc été donné de conscientiser les populations avec les moyens à notre disposition, comme le prescrit l'article 25 de la Constitution, qui dispose « Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de communication est garantie, elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. Le fait d'exprimer sa pensée ne peut, dans un état de droit, constituer un délit ni un crime, car la pensée ne paye pas le droit de douane. Nous exigeons la libération sans condition de Chris Belville-Dangui, de même que nous exigeons la libération de Dr Alex Nzabana Ibaka, l'un des coordinateurs de la plateforme congolaise des ONG de droits de l'homme et de la démocratie, membre du mouvement M22, qui avait été enlevé le 11 mars 2021 près de son domicile et emmené à la CID, Centrale d'intelligence et de la documentation. Émile Garçon écrivait naguère « Je préfère voir 10 coupables en liberté qu'un innocent emprisonné ». De même, Montesquieu, dans son ouvrage intitulé « Les lois, les mœurs et la morale » disait « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». La Charte des droits de l'homme et des libertés adoptée le 29 mai 1991 lors de la Conférence nationale souveraine et faisant partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité stipule à son article 26 que tout citoyen congolais a le droit de résister à toute forme de dictature et d'oppression. Nous, Cercle de droits de l'homme et de développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol, organisation citoyenne pacifique et non violente, comptons user de toutes les méthodes d'action non violentes pour obtenir la libération de nos compatriotes. Fait à Brazzaville le 29 mars 2021. Voilà. Et ensuite, tout au long de cette période où j'ai été incarcéré, oui, les suites aux tortures, parce que c'était des jeunes gens. Imaginez, vous êtes dans une, je dirais, une maison de, pas une maison, un endroit de 4 mètres carrés où on entassait les gens comme je dirais du bétail, pire que même du bétail, parce que, et non seulement ces derniers représentants avaient des hématomes sur eux, parce que avant de les conduire dans ces zones, ils ont d'abord été torturés quelque part,
et ensuite on est venu les jeter là. Donc, en voyant tout ça, cela nous a poussé encore en tant qu'acteurs de nous prendre encore en main pour que justice soit faite, parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous l'avons subi. Parlons des maisons d'arrêt, et aussi, nous avons des panoplies de dossiers, Sakona, les jeunes du pont du viaduc, nous avons encore le commissariat central et bien d'autres, parce que dans les commissariats, il y a des jeunes qui succombent pratiquement tous les jours en République du Congo suite aux tortures. Qu'est-il passé le 5 novembre dernier? C'est la question que se pose Olga Samba après la mort de son neveu Giuliano Lubaki, dont la dépouille a été identifiée à la morgue du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville par sa sœur. Cet homme de 35 ans avait été arrêté et gardé à vue par la police après une dispute avec son épouse. Vraiment, l'État n'a qu'à faire son travail. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. Il n'est pas un malfrat. Au total, 6 personnes sont décédées dans des circonstances troublantes dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. Pour le gouvernement de la République qui déplore ces drames, ces décès sont accidentels. Ce drame est aujourd'hui une illustration de l'impératif que les pouvoirs publics ont érigé en priorité. C'est face à l'augmentation de la délinquance, notamment la délinquance juvénile, qui va plus vite que les infrastructures. Nous nous retrouvons devant une surpopulation carcérale au point où des sujets de droit, pourtant déjà placés sous mandat de dépôt, donc qui auraient dû être probablement transférés à la maison d'arrêt, n'ont pas pu l'être, compte tenu de 2 phénomènes, la surpopulation dont nous venons de parler, et puis la Covid. Les organisations de défense des droits humains, de leur côté, sont montées au créneau. Elles évoquent des possibles actes de torture et exigent une enquête indépendante avec notamment des autopsies pour que les causes véritables de ces décès soient connues. Voilà. Et sans compter les enlèvements et les disparitions forcées des hommes politiques ainsi que des acteurs des droits humains dans ce pays. Voilà un peu ce qu'il en est. Et on pourra encore apporter d'autres éléments pour éclairer la lanterne de notre population et de ceux qui vont nous suivre à travers le monde. Oui. Merci pour cet exposé succinct qui, en fait, nous parle pas seulement du présent, mais vous nous avez ramené dans le passé. On a fait un petit voyage dans le passé afin de montrer à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, que le problème de la torture au Congo-Brazzaville sous le régime de M. Denis Sassou Nguesso n'est pas une coïncidence ou un incident isolé. Parce que vous avez cité là, depuis des années avant même notre naissance, nous voyons que ces actions ont toujours été une réalité au Congo-Brazzaville. Et comme on le dit souvent, comme j'aime le dire, la force du bourreau, de l'oppresseur, c'est le silence de ses victimes. C'est pour cette raison que nous avons décidé de lancer cette campagne internationale qui concerne précisément le Congo-Brazzaville, parce que nous ne devons pas juste être des personnes qui dénoncent, mais nous devons également poser des actions pédagogiques afin que ceux qui nous suivent puissent comprendre que ce que nous disons n'est pas animé d'une forme d'animosité envers les autres, mais nous agissons conformément aux principes de droits de l'homme, du droit commun et tout ce qui concerne en fait le bien-être de l'humain, précisément du Congolais. Et donc cette campagne qui a été lancée depuis quelques jours, je suis sûr que certains déjà ont eu à voir des affiches tournées sur les réseaux sociaux. Et donc notre objectif est de faire de la pédagogie, de faire de la mobilisation, de pouvoir également informer et rappeler aux institutions internationales, aux organisations de droits de l'homme, aux États,
à l'ONU ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Qu'il y a des jeunes, qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes qui meurent chaque jour à cause des tortures infligées par le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Bonjour à tout le peuple congolais, je suis Maïmouna Guépo, la femme de Lassie Mbouti. Lassie en ce moment est dans un état de santé très critique après avoir été enlevée et torturée pendant plusieurs jours. Lassie a subi des crimes graves, il ne m'a pas tout dit. Lassie a été torturée nue plusieurs jours sans manger, frappée comme un animal. On l'a piqué des seringues et on a fait un test qui prouve qu'il a été empoisonné. Lassie a été humiliée, abandonnée et jetée dans la rivière Mabouko, nue comme un animal. On l'a insulté. Lassie continue de recevoir les menaces parce qu'il a reçu l'ordre de quitter le pays. En tant que sa femme, je ne peux pas assister Lassie en train de se battre contre la mort. Après plusieurs jours à l'hôpital, les médecins ont demandé son évacuation d'urgence. Il a les maux de ventre, les diarrhées, les étouffements, il ne respire pas bien. Beaucoup de douleurs qui inquiètent malgré le traitement qui suit en ce moment. Lassie se bat contre la mort et je demande à tout le peuple congolais de s'unir pour l'aider à obtenir une évacuation d'urgence à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien à Lassie. Je confirme au nom de la famille Lassie Mbouti et des enfants Lassie Mbouti que nous avons reçu le soutien des cagnottes qui ont été mises en place. Je voulais également demander à toutes les personnes qui me contactent pour nous soutenir directement d'aller vers les cagnottes parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui ne font pas confiance aux cagnottes. Vous pouvez faire confiance à M. Martial Lurongo Panoussi, le porte-parole des socialistes, qui est en contact direct avec la famille parce que c'est lui qui gère toutes les démarches. Je demande également à tout le monde de nous soutenir dans les prières afin que Lassie puisse retrouver sa santé. Et encore merci pour tout ce que vous faites. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que vous avez été entassés dans des petites salles comme des sardines. Il est quand même important de rappeler que ces commissariats, en fait, ont été construits, ces bâtiments ont été construits depuis l'époque de la colonisation. Et donc, la capacité de ces prisons, cette capacité n'était pas en fait conçue pour recevoir la grande population congolaise. Vous voyez, il y a certaines de ces prisons qui ont une capacité de 200, 300 personnes, mais aujourd'hui, il y a 1200, 2000 personnes qui sont entassées dans ces commissariats. Et ça également, c'est une forme de torture. Est-ce que vous pouvez en fait nous parler de cet aspect de la torture, là, la manière dont les détenus sont traités au niveau du Congo-Brazzaville? Parce que la torture ne commence pas juste sur l'acte physique qui vous est imposé, mais même les conditions également dans lesquelles les personnes sont détenues font partie en fait du processus de torture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant les circonstances dans lesquelles vous avez été détenu au niveau des commissariats, des prisons au Congo-Brazzaville? Merci pour la parole, mon cher compatriote et compagnon de lutte. Ici, il faut retenir ceci, je dirais que l'humanité a quitté le Congo. Parce que l'humain est sacré. C'est pas pour rien que dans la Déclaration universelle des droits humains revient sur ces aspects. C'est pas pour rien qu'il y a eu tout un groupe d'experts qui ont travaillé sur cette question de la torture pour le déclarer un crime contre l'humanité. Donc tout celui qui est responsable notamment des tortures, commet un crime contre l'humanité et donc peut être poursuivi partout dans le monde. Donc, même si le crime, la torture est commise au Congo, celui-ci peut être poursuivi partout en France, aux États-Unis, pourvu que les éléments, notamment incriminant ce dernier, soient apportés par la victime. Si la victime est encore en vie, et si les parents de la victime également ont les éléments,
en le nom de ce tortionnaire. Donc, ici, il faut rappeler ceci, que nous avons vu, quand on a dit, nous avons vu et nous avons accompagné bon nombre de familles. J'aimerais vous dire ici qu'au Congo-Brazzaville, quand les victimes sont torturées par les bourreaux, et les bourreaux les empêchent encore de parler. Et ils empêchent aussi aux parents de ces victimes, parce qu'il y en a ceux qui trouvent la mort. Et donc, à deux fois, on dit carrément aux parents, pas de veiller. Donc, vous connaissez, nous sommes les Bantous. Vous imaginez le niveau de la cruauté où on vient dire aux parents des victimes, voilà, dire que vous ne pouvez pas faire la veillée. Si vous le faites, on viendra tous vous embarquer et nous allons partir avec eux. Il est arrivé à un certain moment. Donc, en d'autres termes, au Congo-Brazzaville, les victimes sont, en d'autres termes, au Congo-Brazzaville, les victimes sont même torturées après la mort. Parce que lorsque vous interdisez la célébration ou vous empêchez une famille de faire le deuil de leurs victimes, mais ça, c'est une manière de torturer la personne même après sa mort. Évidemment, ça, c'est des cas, énormément des cas qui, aujourd'hui, du fait que nous avons fait le terrain pour aller sortir, parce qu'il y a même des gens qui peinent à parler. Je vais prendre le cas de Joël Zundani, d'ailleurs, qui a été porté disparu pendant plus de 2 années, où nous connaissons le tortionnaire, c'était voilà, le responsable de la sécurité présidentielle du bureau d'Élie Sassou Nguesso, qui n'est que le général Serge Oboa. Jusqu'à aujourd'hui, vu la pression que nous avons menée en tant qu'acteurs de la société civile, ce dernier a été libéré, mais ce dernier n'est plus revenu vers nous. Et même pour ne fût-ce que dire un mot. Et donc, bien que nous avons fait ces démarches pour demander à ce dernier de venir s'exprimer, vu ce qu'il a subi, 2 ans notamment séquestré, c'est qu'il a subi des choses. Mais le bourreau l'a dit, si tu repars là-bas, tu verras ce que on te fera. Donc, nous avons ce genre de cas où certaines familles, j'aimerais le dire ici pour ceux qui le savent, certaines familles ont été corrompues. Voilà, vous avez des gens qui ont été même torturés, où on vient encore corrompre les parents. Vous imaginez? L'État refuse, notamment ce système refuse que ces derniers n'ont pas été torturés, ont trouvé une mort tout à fait naturelle, due peut-être à ce qu'ils utilisent très souvent, l'alimentation. C'est ça qui est leur alibi, dû à l'alimentation, mais quand même on arrive à donner des sommes à 2 fois colossales pour... vous imaginez avec la pauvreté qu'il y a dans ce pays, 3 millions, mais qui disperse encore la famille. Nous avons eu ce cas pour les morts de Chapona, où nous avons vu les familles se disloquer pour les pécuniers que le tortionnaire a donné pour non seulement fermer la bouche des parents des victimes. Donc, cette affaire, vous allez constater, même le procès a été bâclé et vous avez l'enquête, les autopsies n'ont jamais été faites. Mais il faut aussi imaginer qui fait l'autopsie au Congo. Celui qui est responsable, il n'y a qu'un seul médecin légiste. Et ce médecin est proche, et carrément proche des gardes du système. Vous connaissez le nom, je ne dirai pas le nom ici, mais ce dernier, il faut bien qu'il est proche des gardes du système. Donc nous avons plusieurs cas comme ça aujourd'hui, dispersés dans le monde. Nous avons des gens qui n'osent même plus rentrer au Congo. Vous
prenez les parents des disparus du BIS, pour certains, étaient obligés de quitter le territoire. Vous imaginez, vous avez des victimes qui ont subi cela aujourd'hui, qui n'osent pas mettre pied au Congo parce qu'ils sont traumatisés. Nous avons plusieurs cas. Voilà pourquoi, suite à cette journée, nous avons dit que, en tant qu'acteurs, que cela doit prendre fin. Pourquoi cela puisse prendre fin? Mais il faudrait que la victime ou les parents des victimes puissent prendre la parole. C'est une façon aussi, un début, un commencement de justice pour les victimes. Voilà un peu ce qu'il en est. Et s'il y a encore d'autres choses à dire, nous allons pouvoir le dire ici et les détails. Voilà, en long et en large. Merci. En quittant la Centrafrique pour le Congo-Brazzaville dans le cadre de la campagne électorale, j'ai été arrêté à la frontière des deux pays. J'avais du matériel électoral et le commandant Bob Guy Ernest a dit que je préparais un putsch avec le général Mokoko et que nous avions une cargaison d'armes, ce qui était faux. Dans le véhicule, il n'y avait que les t-shirts, les photos grand format et les prospectus. Les traitements affligés à moi et aux 3 Centrafricains qui m'accompagnaient étaient les suivants. On nous mettait nus, menottés, on nous injectait, je ne sais pas quel produit, mais ils ont levé la seringue, donc par voie anale. On nous battait, on nous mettait dans une espèce de geôle. Il y a une promiscuité d'environ 9 mètres carrés et nous étions plus de 23 à l'intérieur. Et je l'ai su quand on faisait l'appel tous les matins, donc chacun devait compter un numéro. Donc moi c'est le numéro 1, d'autres le numéro 5 et puis ça s'arrêtait au numéro 23. Et puis on avait des yeux bandés parfois et on nous piétinait, on nous appelait des moutons. Une humiliation totale. Dans la nuit du 3 au 4 avril, il y a eu des bombardements, des tirs à l'arme lourde dans les quartiers sud de Brazzaville. Puis ça a continué dans la partie sud du pays. Et profitant de ces tirs, j'ai pu quand même m'échapper pour me retrouver dans un quartier proche de l'aéroport, le quartier d'Iata. Et de là-bas, j'ai pris mon billet pour rentrer en France. Il y a beaucoup de membres de l'opposition qui sont arrêtés, notamment Jacques Bananganzala, Jean Gouabi, Pika, le colonel Marcel Pika, et puis plein d'autres, et jeunes qui soutenaient le général Mokoko, les anonymes. On les a mis dans des prisons. Certaines se trouvent à la direction générale de la surveillance du territoire, d'autres ont été même déférés à la maison d'arrêt de Brazzaville. Certaines d'autres encore se trouvent dans les commissariats de police et on ne nous mettait pas ensemble. Et ils subissent même des pires exactions que certains gens n'auraient peut-être pas pu imaginer. Moi-même, je crains pour ma famille qui est menacée. Par 2 fois, mon frère a été interpellé, mes 2 sœurs, et puis ils ont été relaxés. Jusque-là, je n'ai pas de leurs nouvelles. Mais je sais que les gens sont obligés de vivre dans la clandestinité à Brazzaville et craignant que le gouvernement de Brazzaville puisse leur faire du mal. Merci beaucoup, mon cher Christian Guy, pour ces éléments. Je tiens également ici à dire que, vous voyez, l'importance d'être exposé à ce qui se passe ailleurs est une forme de libération. Et cela éveille également les consciences. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vous donnerai tout simplement, je vous donnerai un exemple tout simple. Je n'aimerais pas aller en Europe. Je n'aimerais pas aller aux États-Unis, en Occident. Sinon, les gens vont dire, non, mais écoutez, eux, ils ont commencé à développer leur nation, ça fait des décennies. Et puis, voilà, les gens aiment toujours, quand on parle de l'Europe, ils veulent trouver des excuses pour pouvoir dédouaner l'incompétence de nos gouvernants. Je vous donne l'exemple tout simple de l'Afrique du Sud. Vous savez, dans mon activisme,
l'une des actions que je faisais, j'ai un programme qui a en fait pour objectif de transformer les délinquants qui commettent les crimes dans la société en citoyens utiles dans la société. Et donc, l'un des programmes que j'ai, c'est celui d'aller en prison et m'adresser aux prisonniers, leur montrer une autre possibilité en dehors de celle de la criminalité. Et donc, je peux vous dire que lorsque vous allez dans les prisons sud-africaines, mais par rapport aux prisons du Congo, les prisons sud-africaines, mais c'est un paradis. C'est un peu comme si tu allais dans un motel. En Afrique du Sud, quand vous arrivez, les prisonniers ont droit à une ration alimentaire et ils mangent sur des tables comme des humains. Et là, on parle de tous les criminels, même ceux qui ont été condamnés à mort pour criminalité. Parce que beaucoup de personnes ignorent qu'au Congo-Brazzaville, que même un criminel a toujours des droits. Ce week-end, la société civile a alerté les médias sur une tentative d'évasion de jeunes détenus qui a eu lieu le 23 mai à Brazzaville. Elle a viré au drame à la CNCS Texaco-Latiemi, un bâtiment administratif reconverti en prison. Bilan officiel, 6 morts, 8 personnes actuellement à l'hôpital, une cinquantaine de personnes évadées. Pour la société civile, cette tragédie est le résultat de conditions de détention inhumaines et d'arrestations arbitraires liées à l'opération coup de poing. Selon elle, il y aurait eu plus de 6 morts. Les informations en notre possession confirment que la police a fait un usage excessif de la force meurtrière. Il y a des familles qui, après cette fusillade, ne savent pas si leurs enfants sont en vie ou pas. Dans un communiqué, le procureur de la République adjoint a annoncé une opération de recherche des fugitifs et l'ouverture d'une enquête. Pour rappel, l'opération Coup de poing est une opération conjointe police-gendarmerie lancée en mai 2024 à Brazzaville pour lutter contre le banditisme, notamment le phénomène de la délinquance juvénile, communément appelé ici Koulouna ou bébé noir. Cela peut choquer certaines personnes, mais c'est la réalité. C'est pour ça que vous allez voir que même aux États-Unis, lorsqu'on arrête une personne qui vient d'assassiner plusieurs personnes, ce criminel, on l'arrête avec respect, on le prend, on l'emmène. Si vous vous rappelez l'histoire du jeune garçon qui avait eu à tuer des gens à l'école, pendant qu'on l'a arrêté, il a dit qu'il avait faim. Les policiers se sont arrêtés au McDonald's pour lui acheter à manger. Il a mangé et ensuite ils ont continué le chemin jusqu'à la maison d'arrêt. Vous voyez? Mais au Congo-Brazzaville, dès que tu as des dreadlocks, quand tu as des locks, quand tu as un petit tatouage, tout de suite, cela suffit pour ton élimination. Cela suffit pour te faire arrêter, tabasser, sans aucun respect de la loi. Les droits de l'homme ont été largement violés en République du Congo en 2016. C'est le constat fait par le département d'État américain dans son rapport sur les droits de l'homme au Congo, publié récemment. Selon le rapport américain, la quasi-totalité des droits fondamentaux protégés par la Constitution congolaise, le Code de procédure pénale et les traités internationaux ont été violés en République du Congo. Le rapport de 40 pages énumère les violations allant de la disparition forcée à la torture en passant par le viol, tout imputé aux agents de l'État congolais. La situation dans le département du Poul y est largement évoquée. Il ressort que les opérations des forces armées congolaises contre les ex-militants ninja fidèles au pasteur Ntoumi ont poussé 13 000 personnes à fuir leur maison. S'appuyant sur un rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le département d'État américain rapporte que les autorités congolaises ont délibérément restreint l'aide humanitaire et l'accès aux observateurs et aux journalistes à ce département. Le rapport fait aussi état de l'existence d'une centaine de prisonniers politiques, dont 2 candidats à la présidentielle de l'année dernière. Contacté par Africa News, le ministre de la Justice Pierre Mabiala n'a pas souhaité réagir avant d'avoir fait le point avec les acteurs des droits de l'homme au Congo. Eh bien, je vous dis que lorsque vous allez dans ces prisons sud-africaines, certaines personnes vont être choquées, mais dans les prisons sud-africaines, les prisonniers ont droit aux études. Il y a un programme qui permet aux criminels de pouvoir s'inscrire, continuer leurs études depuis même le PPC jusqu'à l'université. Et ce programme est sponsorisé par l'État. Vous voyez dans quelles conditions
les personnes, les prisonniers sont traités sous d'autres cieux. Je ne vous parle pas de l'Europe, je vous parle de l'Afrique. Chers compatriotes, ces gouvernants nous ont tellement habitués à la médiocrité et c'est à cause de ça que les Congolais acceptent tout et n'importe quoi. En Afrique du Sud, pratiquement chaque année, il y a une forme de sit-in. Je peux parler d'une forme de marche des prisonniers, de révolte de prisonniers qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de chaîne, ils n'ont pas Canal+. Donc ici, en Afrique du Sud, c'est DSTV. Est-ce que vous imaginez ça, Monsieur Tanguy, lorsque vous êtes en prison et que vous allez décider de faire une forme de révolte et on vous demande qu'est-ce qui se passe, Monsieur Tanguy? Mais non, mais moi, je n'ai pas Canal+ dans ma cellule. Est-ce que vous imaginez ça? Je dirais ceci, Monsieur Durol, il faut retenir ceci. Ça, nous parlons des faits, nous ne parlons pas des acteurs et comme juste au niveau de la population. Ce qu'il faut retenir, que quand une personne est arrêtée, tout le monde ne sont pas, mais qu'il soit criminel ou arrêté pour d'autres questions, interpellé plutôt, l'unique droit qui lui est retiré, c'est le droit d'aller et revenir. Le reste des droits, ces droits doivent être respectés et protégés par ceux qui l'arrêtent. Donc, l'État. Voilà. Donc, c'est l'unique droit qui est retiré. Le droit de dormir dans un endroit digne de ce nom, le droit de se soigner, le droit de manger, de boire, même de se distraire. Donc, ils ont tous les droits. C'est pas pour rien que dans l'acheminement, quand on parle de la procédure, il y a d'abord la présomption d'innocence qui existe. Et pourquoi la présomption d'innocence? C'est peut-être que ce dernier n'a pas commis un crime. N'a pas commis l'acte pour lequel il a été arrêté. Nous voyons ça dans certains pays. Voilà. Imaginez, dans certains pays, on revoit, après plusieurs années, une personne injustement incarcérée, l'État les dédommage. Parce qu'après vérification, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire au Congo-Brazzaville, que c'est un système qui s'est bâti, sur le crime. Voilà pourquoi le crime ne fait qu'augmenter. Voilà pourquoi nous parlons des tortures. Et non seulement ici, vous imaginez, si on essaie de recenser, si on essaie de faire les statistiques à travers le monde, vous allez constater que le taux de crime au sommet de l'État dépasse énormément bon nombre de pays parce que le Congo-Brazzaville mène le peloton parce que nous sommes à peine 5 millions. Vous imaginez, quand on essaie de prendre le nombre aujourd'hui avec tous les rapports dont j'invite bon nombre surtout les acteurs politiques, les acteurs publics, pour ne pas que certains viennent faire des amalgames sur notamment les médias, de lire ces rapports-là. Vous avez Amitié Internationale qui fait des rapports notamment. Vous avez également comment ce qu'on appelle l'OCDH. Vous avez le CAD également qui a aussi des rapports, ça il faut le dire, et d'autres organisations qui ont des rapports sur la situation, notamment des tortures en République du Congo. Mais ces tortures sont graves. Si on vous montre les images. Oui. J'ai parcouru le rapport déjà de l'OCDH. J'ai parcouru le rapport de l'OCDH. Vous allez voir des images, mais immondes. Vous allez voir les images de M. Kalakala, vous allez voir des images d'autres Congolais. Et d'ailleurs, là, on a parlé de la torture. On a parlé de la torture dans le volet de. Oui, on a parlé de la torture dans le volet de l'activisme. Donc, en commençant par vous, donc les acteurs de la société civile. Donc là, puisque vous parlez de Kalakala, qui est également un acteur politique, nous allons essayer un peu de basculer dans la dimension de la torture politique. OK? Alors, vous avez donné l'exemple de M. Kalakala. Vous savez, il y a de cela quelques jours, lorsque nous avons lancé cette campagne, j'ai eu une discussion avec un acteur politique de l'opposition. Et je l'ai fait comprendre que normalement, le mois international du soutien des victimes devait être une journée clé
pour les opposants politiques au Congo-Brazzaville. Parce que les premières personnes affectées par ces tortures au Congo-Brazzaville, ceux-là qui sont sur la première ligne sont les opposants politiques. Les droits de l'homme ont été largement violés en République du Congo en 2016. C'est le constat fait par le département d'État américain dans son rapport sur les droits de l'homme au Congo, publié récemment. Selon le rapport américain, la quasi-totalité des droits fondamentaux protégés par la Constitution congolaise, le Code de procédure pénale et les traités internationaux ont été violés en République du Congo. Le rapport de 40 pages énumère les violations allant de la disparition forcée à la torture en passant par le viol, tout imputé aux agents de l'État congolais. La situation dans le département du Poul y est largement évoquée. Il ressort que les opérations des forces armées congolaises contre les ex-militants ninja fidèles au pasteur Ntoumi ont poussé 13 000 personnes à fuir leur maison. S'appuyant sur un rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le département d'État américain rapporte que les autorités congolaises ont délibérément restreint l'aide humanitaire et l'accès aux observateurs et aux journalistes à ce département. Le rapport fait aussi état de l'existence d'une centaine de prisonniers politiques, dont 2 candidats à la présidentielle de l'année dernière. Contacté par Africa News, le ministre de la Justice Pierre Mabiala n'a pas souhaité réagir avant d'avoir fait le point avec les acteurs des droits de l'homme au Congo. Au moment où nous parlons, nous avons des opposants politiques comme monsieur Mokoko, monsieur Okombi Salissa. Nous avons plusieurs acteurs politiques qui sont en prison. Et normalement, l'opposition devait saisir cette opportunité. Parce qu'il est important de noter que la torture, comme vous avez su le dire en amont, la torture ne consiste pas seulement à infliger une peine physique, mais la torture est également psychologique. La torture est également mentale. Donc, lorsque vous enfermez une personne innocente pour l'empêcher d'exercer sa carrière, son métier politique, de servir son peuple, cela est une torture. Même si Mokoko n'est pas torturé en prison, mais le fait d'être mis en prison de manière injuste, cela est classifié comme une torture psychologique. Et normalement, tous les opposants au Congo-Brazzaville, dans la diaspora comme au pays, devaient s'activer et s'armer de cette journée afin de pouvoir faire entendre à l'opinion internationale qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de paix. Nous sommes proches des élections. Nous sommes proches des élections, mon cher Dongui. Ils sont déjà en train de s'échauffer. Vous avez vu le cas Lassi Bouiti, qui est un cas d'école. Un homme politique qui parle depuis quelques années, il condamne, il s'exprime contre les déboires et les crimes qui se passent au Congo-Brazzaville. Il n'a jamais été inquiété, il a été inquiété à plusieurs reprises. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce ton précis pour pouvoir l'enlever, le kidnapper, le torturer et faire tout ce qu'ils ont eu à faire à Lassi Bouiti? Mais c'est une manière de faire passer un message d'intimidation à l'opposition congolaise pour vous dire que si vous essayez également d'osser votre voix et de vous opposer à notre intention de nous éterniser au pouvoir, et bien vous allez avoir affaire à nous. C'est pour ça que nous invitons les acteurs politiques du Congo-Brazzaville, ceux qui sont au pays comme à l'étranger. Nous vous invitons à vous rejoindre à cette campagne. Cette campagne n'est pas une campagne d'un individu. Cette initiative n'appartient pas à un individu, mais c'est une initiative patriotique qui appartient à tous les Congolais qui veulent un meilleur Congo pour tous. Nous invitons tous ceux-là qui sont acteurs, parce que les élections s'approchent, ils sont en train de s'activer. Et on va commencer à voir plusieurs. J'ai reçu certaines informations, on me fait comprendre que certains déjà sont sous le collimateur. Voilà pourquoi ils ont des paroles calculées et tout ça. Mais imaginez si tous les acteurs de l'opposition signaient un pacte de solidarité. Au-delà de leurs divergences politiques, signer un pacte de solidarité pour dire que lorsqu'on touche à l'un d'entre nous, c'est tout le monde qui se lève. Je peux vous dire que cela va déjà changer les données. Et c'est le cas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, lorsque un opposant est bousculé, vous allez voir toute l'opposition se mobiliser
afin de pouvoir protéger cet opposant. Parce qu'ils comprennent une chose, si on laisse un seul opposant être intimidé, être marginalisé, torturé ou tué, nous ouvrons une porte au régime pour le faire à nous. Et c'est ce que les opposants au niveau du Congo-Brazzaville doivent comprendre. Parce que la réalité des tortures politiques au Congo-Brazzaville ont été investiguées, confirmées par Amnesty International, par l'OCDH, par le CAD, et je pense que mon cher Chris Tanguy, qui est ici avec moi, pourra en dire plus. Merci Durol, très cher compatriote, notamment pour ton engagement sur ces questions. Ici, il faut rappeler ceci, puisqu'il s'agit d'un contexte, on dira, plus ou moins électoral, que moi je dirais que c'est un contexte de coup de force appelé élection, parce que les élections obéissent aux règles, mais ce n'est pas le cas au Congo. Si on ne revient pas en arrière, je prends la période 92-91, vous allez constater qu'il y a eu un rapport d'Amnesty International qui avait répertorié plus de 3000 morts, répertoriés, sans ceux qui ne sont pas répertoriés, sur la tête de ce système. Voilà, le système d'Denis Sassou Nguesso. On avait même interpellé les autorités de la conférence nationale de ne pas amnistier les tortionnaires ou les criminels, plutôt de les juger. Donc on ne pouvait pas, mais malheureusement, cela a été une peine perdue parce que les gens sous on disait que non, au nom de l'unité nationale, alors que c'était laisser encore le boulevard à ces fameux criminels. Mais ici, il faut revenir. Depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso par les armes en République du Congo, entre la période de 97 et jusqu'à 2002, je dirais, je pense seulement cette période-là, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de tortures, beaucoup de disparitions forcées, beaucoup de crimes. Revenons les élections, entre guillemets, les coups de force, entre de 2002, il y a eu la dame qui a été victime, il y a une dame qui a été torturée, qui était candidate aux élections présidentielles. Vous allez vous souvenir non seulement du retrait, notamment de la candidature d'André Milongo, sous la pression également. Cette période également, il y a eu énormément de personnes qui ont disparu, d'autres torturés, certains voués en exil. Nous revenons avant la période 2009, vous allez constater toujours les coups de force. Nous avons un député qui était, je pense, Siapa, où on a retrouvé le corps mutilé dans les ruelles de Brazzaville. Donc, vous avez 2016, entre 2015 et 2016, je dirais jusqu'en 2019, vous allez constater qu'il y a eu la chasse et nombreux se sont retrouvés en exil. Ceux qui ont tenu, nous autres là, nous avons tenu malgré les menaces de mort. Et aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a des tortionnaires qui sont là, libres, qui circulent dans les ruelles de Brazzaville. Vous avez le cas, une personne comme Romeo Kombi. Vous avez, comment est-ce qu'on appelle ce garçon-là, qui aujourd'hui a 10 ans, comment est-ce qu'on l'appelait déjà, Oyami, je ne sais pas, Oyami, je veux me souvenir correctement du prénom. Ce garçon-là aussi, au niveau de la DGST, qui a torturé. Vous avez des cas comme la femme qu'on appelle par Hortense. Cette femme a torturé, je me souviens d'être torturée par une femme, une jeune dame qui était lieutenant, jusqu'à me pointer l'arme, Sokolobité et Tagnon, je me dis, mais je ne serai pas le premier à mourir. Je ne serai pas le premier à mourir. Quitte à mourir, ce n'est pas un problème pour le bien de notre population, parce que notre combat est juste. Vous avez
notamment le cas. Nous avons le cas du journaliste qui avait investi sur une affaire, si je me... Le nom... ce dernier a été torturé. Il a perdu sa vie. Brûlé le corps à moitié. C'est brûlé. Vous avez le cas, comment on l'appelle, Mayingidi, Juvenal, l'insergent-chef, où on a repassé les faits. Le rapport des droits sur l'OCDH parle de ce cas. Donc, on a beaucoup de cas. Vous allez constater que durant cette période, quand on appelle des cas, il y a même des femmes, ceux qui peuvent le dire, c'est là que nous demandons à ces femmes, à ces parents, de sortir du mutisme, de venir dénoncer ouvertement tout au long de cette période. Parce que vous avez été même incarcérés avec des enfants dans la maison d'arrêt à la DGC. Moi, j'ai vu des femmes à l'étang. Vous imaginez la cruauté. Une femme avec un bébé, on le met au criblé. Et au criblé, c'est parce que, soit disons que le mari était ninja. Vous avez ceux qui ont été incarcérés, je dirais, pas incarcérés, parce que quand on parle de l'incarcération, c'est dans un contexte normal, mais ceux qui sont ramenés à la présence d'un Pilat, dans les conteneurs. Imaginez quand il fait chaud. Nous sommes dans une zone tropicale. Oui, imaginez la torture seulement du soleil. Vous êtes incarcérés. Et c'est des gens de fois qui passent des années dans ces conditions-là. Imaginez la suite. Certains n'en sortent pas vivants. Certains n'en sortent pas vivants. Il n'a qu'à demander aux pêcheurs qui font la pêche vers la zone de Combé, qui ramassaient beaucoup de corps dans cette zone-là. Nous avons encore récemment, vous avez vu en 2002, si je ne me trompe pas, où on parlait de plus de 500 cadavres au niveau des morgues. Mais c'était des cadavres non identifiés. Vous avez des policiers, une fois que les gens meurent, on va les jeter à la morgue et ils ne s'identifient pas. Ceux qui sont travailleurs des morgues peuvent venir aussi pire les gendarmes, les policiers et les militaires. Une fois la personne torturée, la personne succombe. Par exemple, c'est quand on avait fait pour Kalakala, ils avaient cru que Kalakala était mort. On est allé le jeter proche de la mort de Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, des nouvelles de l'opposant Augustin Kalakala. Il a été retrouvé la semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique selon ses proches. Il était porté disparu depuis le 29 septembre dernier. Il avait été enlevé par des hommes armés et encagoulés. Il ignore qui étaient précisément ces geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi Salissa, dont il est le bras droit. Cet ex-candidat à la présidentielle de mars se cache depuis des mois pour des raisons de sécurité. Témoignage de l'épouse d'Augustin Kalakala, Liliane Moukoulou. C'est elle qui est venue le récupérer en pleine nuit, donc devant la morgue de Brazzaville. Elle raconte qu'il était si mal en point qu'elle a eu du mal à le reconnaître. À 22h, je reçois un coup de fil et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la morgue ici, là, viens vite. On s'est rendu sur le lieu et quand on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi j'étais ici et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service. Si vous avez un téléphone, je veux passer un coup de fil pour appeler ma femme. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé? Vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas. Il ne peut pas marcher et il a des grosses plaies partout. Les pieds enflés par rapport aux tortures, tout. Où était-il et qui est-ce qui lui a fait ça? Bon, il était cagoulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas à Brazzaville, il était hors de Brazzaville, enfermé dans un conteneur, de temps en temps, dans des sacs. Enfermé, tabassé. On lui demandait où se cache ton chef, oui, XY, tout et tout. Bon, il voulait savoir où se cachait ton chef.
Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kalakala, recueilli par Florence Maurice, sollicité par RFI au moment de la disparition de l'opposant. Le porte-parole de la police congolaise n'avait pas donné suite. À suivre. Vous avez le cas, notre frère Lassibouti, ils ont cru jusqu'à l'arracher les dents avec avec les cisailles. Avec les cisailles. Voilà. Mais c'est inhumain ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà pourquoi nous demandons, comme tu as su le dire, à tous les acteurs qui sont engagés pour le changement, pour rendre la dignité à ce peuple, de s'engager afin de mettre terme à ce système, parce que si on continue, le Congo ne va plus exister. Nous serons pire que l'Haïti. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci mon très cher, fantastique. J'aimerais dire ceci. La torture des figures de référence a pour objectif d'arracher la langue au peuple. Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote pour pouvoir expliquer cette parole que je viens d'énoncer. Il y a cela quelques années, j'avais eu à interviewer l'un des amis de Nelson Mandela, Dennis Goldberg. Beaucoup de personnes, en fait, lorsqu'on parle de l'apartheid, ils se disent que les seules personnes les seuls activistes, les seuls acteurs politiques, les seuls journalistes qui ont lutté contre l'apartheid étaient des Noirs. Mais cela est faux. Parmi ces grands acteurs de la libération de l'Afrique du Sud, parmi ces acteurs, il y avait des Blancs. Et parmi eux, Dennis Goldberg, que j'ai eu la chance de connaître, qui est quand même mentor pour moi. Et je lui ai posé cette question. Lorsqu'il avait été arrêté après le jugement de Rivonia, avec Nelson Mandela, ils ont été mis en prison. Il a passé quelques années, il a eu la chance de sortir avant Nelson Mandela. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Denis, mais lorsque tu es sorti de la prison, pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé d'abandonner le combat, d'arrêter de parler et de rentrer te ranger quelque part et vivre ta vie? Parce que juste après, il était allé s'exiler aux États-Unis, précisément, plutôt en Angleterre, précisément à Londres. Il m'a dit, Jorol, c'est exactement ce que l'oppresseur veut. Lorsque l'oppresseur arrête des figures de référence, leur but n'est pas seulement de faire du mal à ces acteurs-là, mais de les utiliser comme éventail, afin de montrer au reste du peuple que si vous parlez, vous allez finir comme eux. Et lorsque nous sortons de ces tortures-là, de la prison et tout ce qui suit, ce qu'eux, ils attendent de nous, c'est de nous ronger, de ne plus parler. Et lorsque le peuple va voir que Dennis Goldberg, lorsque le peuple va voir que Chris Tanguy, après son passage en prison, après les tortures, il ne parle plus contre les injustices, il est devenu silencieux. Le reste du peuple va se dire, et la jeunesse dira, c'est inutile de parler contre les injustices au Congo-Brazzaville ou en Afrique du Sud, il est mieux de se taire. La preuve en est, Chris Tanguy, qui était un exemple, aujourd'hui il ne parle plus. Et ce qu'il avait dit m'avait marqué. Et il m'avait dit que lorsque tu te bats pour la justice, la pire des choses que tu peux faire, c'est de te taire lorsque on te met lorsqu'on te met dans une situation de torture. Tu ne rends pas service à ta propre vie parce que tu as déjà eu à sacrifier plusieurs années pour ce combat et tu ne rends pas service à ta progéniture et au reste du peuple. C'est pour ça que j'aimerais également rappeler cette parole de Dennis Goldberg aux opposants au Congo-Brazzaville. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que Lassibouti a été kidnappé, torturé, que vous devez maintenant commencer à faire des calculs dans vos sorties parce que vous ne voulez pas être le prochain Lassibouti. Non. Aussi longtemps que nous apprenons à dénoncer les tortures et à parler comme un seul homme, société civile, acteurs politiques, Congolais lambda,
le gouvernement n'aura pas ces moyens-là de continuer à faire ce qu'ils font. Leur force est le silence et l'individualité des Congolais. Lorsqu'on se dit que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas un membre de ma famille, ça ne me concerne pas, et donc l'État se dit, ok, on peut en finir avec celui-là, parce que les autres sont indifférents. Mais lorsque nous allons changer notre mentalité, et commencer à dire, lorsque vous torturez un Congolais, c'est moi que vous torturez, je veux vous dire une chose, les choses vont commencer à changer au Congo-Brazzaville. Lorsque nous allons commencer à dire, vous touchez à un seul acteur politique, vous touchez à M. Mirassa, vous touchez à Cédric Balou, vous touchez à Bouiti. C'est pour ça que vous avez vu que nous nous sommes mobilisés. Nous nous sommes mobilisés lorsqu'on a appris l'enlèvement de Lassé Bouiti. On a lancé une campagne. Merci à Christian Perret Herseven, parce que Christian m'a contacté, elle dit, il faut qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose. On a commencé à travailler, on a mis les affiches et on a commencé à se mobiliser avec l'aide de la société civile, CAD, l'OCDH et tout. Vous avez vu comment est-ce qu'on travaillait ensemble. L'affaire a été saisie par les médias internationaux. Là, je ne parle même pas de RCVN qui a travaillé dessus et d'autres chaînes également de la diaspora. Et vous avez vu que tout de suite, avec les lettres que nous avons eues, des lettres ouvertes que nous avons eues à émettre à l'ambassade de la France, le lendemain, Lassé Bouiti a été retrouvé. Pourquoi? C'est parce que nous avons fait passer un message fort que le Congo, où vous vous permettez de faire ce que vous voulez, de prendre un Congolais, un acteur politique, de faire ce que vous voulez sur son corps et tout, cet âge est passé, c'est revenu maintenant. Nous sommes dans une nouvelle époque et dans cette époque-là, le message est clair. Vous touchez à un seul Congolais, c'est tout le Congo que vous touchez. Et lorsque tous les Congolais vont adopter cette mentalité, il n'y aura plus de torture au Congo-Brazzaville. C'est pour ça qu'à travers cette campagne de torture, nous sommes également en train de rappeler à la population congolaise qu'ils puissent soutenir toutes ces victimes de torture. Le peuple congolais a l'habitude de dire « Non, mais nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des personnes qui vont se lever pour nous. » Mais vous devez comprendre une chose, ces personnes-là qui se lèvent pour vous acceptent de s'exposer aux dangers, aux tortures de ce régime. Et le devoir que nous avons en tant que compatriotes, c'est de protéger ces personnes-là qui prennent le risque de se lever pour la cause du Congo. C'est pour ça que pendant cette journée internationale de soutien aux victimes de torture, nous devons nous rappeler de M. Mokoko, qui avait le choix. Il pouvait décider de rester dans le système. Il dit, écoute, moi je mène ma vie, je suis bien, j'ai tout ce que je veux. Mais lorsqu'il décide de tourner le dos au système, il ne l'a pas fait que pour lui. Il l'a fait pour le peuple congolais. Alors, peuple congolais, je vous interpelle. Ce mois-ci, c'est le mois de souvenir. On se souvient de ceux-là qui sont victimes des tortures. Monsieur Mokoko est actuellement victime de tortures psychologiques. Monsieur Salissa, victime de tortures psychologiques. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur, nous ne savons pas s'ils sont victimes des tortures physiques aussi. Mais au moins, nous savons cela éprouvé qu'ils sont victimes des tortures psychologiques. Ici, il faut rappeler également les jeunes qui ont été incarcérés jusqu'à aujourd'hui avec le feu colonel Tchourou, qui sont aujourd'hui qui ont trouvé la mort. Les jeunes qui ont été exterminés dans les maisons d'arrêt, Ouesso, Sibiti, vous prenez Dolisie et Brazzaville. Il y en a ceux qui ne sont plus en vie, d'autres qui sont encore jusqu'à aujourd'hui incarcérés pendant que le colonel Tchourou n'est plus de ce monde. Donc ici, il faut interpeller, comme on le dit, si nous ne lèvons pas pour lutter contre cette injustice, cette torture, je pense que le Congo ne va plus exister parce qu'on n'est plus nombreux. Vous avez l'apanage non seulement des mercenaires, des personnes que Sassou amène dans ce pays pour venir nuire aux Congolais. Ce sont ceux-là qui torturent. Vous avez cet apanage des mercenaires qui viennent de partout. Donc voilà pourquoi nous demandons à toutes, surtout la jeune génération consciente, de s'engager tout au long de cette période
pas seulement s'arrêter au long de cette période, parce que même cette au-delà, mobilisation doit partir jusqu'au départ, faire en sorte que ce système quitte, parce que ce système ne peut que partir si nous, on se lève, les acteurs, la population, unanimement, pour rendre justice à tous les victimes de cette barbarie qui dure, ça fait déjà 50 ans. Je pense que c'est la moindre des choses. Et ensuite, je pense, le 26, comme on l'a dit, c'est la journée internationale. Nous allons demander, nous demandons tout au long de cette campagne aux victimes, aux parents de victimes, de faire un petit message vidéo. Ouais. Audio. Vous pouvez citer les noms. Audio, citer les noms des victimes qui sont morts dans les commissariats, torturés, d'autres portés disparus. Ouais. Citer les noms, la date, l'année, donc l'année, le jour et le mois. Et s'ils ont été torturés, vous connaissez les tortionnaires, les citer. Vous n'êtes pas obligé de le faire notamment directement, ouvertement, si vous n'avez pas je dirais, comment je peux dire, ce courage-là. Bonjour. Tout le monde a une victime le 2 janvier 2022, torture de verdict. Le gouvernement pour la police n'a verdict. Mais jusqu'alors, justice n'est nécessaire. Pour me dégager, on met sur la voie qui va rendre plus sur la route. Bon, autre pays que tu as su. Mais jusqu'alors, toujours dire là, comme bon, en gros, type, tout ça, on va demander vraiment justice et ça. On va souffrir de tout leur souffrance. Mais je vais appeler ça qui jusqu'alors. Ils ont réagi en négatif. Si vous n'avez pas ce courage, vous pouvez vous cacher derrière la photo et dénoncer cela. Maintenant, le 28, c'est là ce qu'on demande. Je pense qu'au niveau de l'Afrique du Sud, il y aura un grand sitting. Et c'est là ce que nous allons voir les véritables acteurs du changement. Celui qui ne lutte pas contre la torture est complice. Comme le disait le Mandela, celui qui ne lutte pas contre le mal est complice de ce mal. Voilà ce qu'il en est. Merci. Voilà, merci. Donc, juste pour appuyer ce que Christ Tanguy vient de dire, vous allez donc voir le numéro de téléphone et l'adresse email qui s'affiche sur l'écran. Donc, si vous avez un témoignage audio, un témoignage vidéo, que vous voulez partager, il est important de parler parce que la force de l'oppresseur, c'est le silence de ses victimes. Pour que les choses changent au Congo, il est important que nous puissions tous ouvrir, briser ce mur du silence et commencer à dénoncer ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez l'envoyer sur WhatsApp, vous avez l'adresse email et vous avez également l'affiche. Ceux qui peuvent imprimer l'affiche, vous l'imprimez, l'affiche sera partagée, l'affiche actualisée sera partagée, vous l'imprimez et vous vous prenez en photo avec l'affiche en disant non aux tortures au Congo-Brazzaville et vous envoyez également un message de soutien à tous vos compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui dans ces situations de torture afin de leur rappeler que nous sommes avec eux et d'exiger leur libération. Ça, c'est très important. Vous allez tenir votre affiche. Ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre l'affiche au niveau du visage et vous parler. Stop aux 50 années de torture et crimes en République du Congo. Stop aux 50 années de torture et crimes en République du Congo. Ayez peur de Dieu. Pour ceux-là qui n'ont pas les moyens d'imprimer l'affiche, vous pouvez prendre une feuille blanche et vous allez écrire le hashtag officiel qui sera à partager. Vous allez le voir sur l'affiche et nous allons partager ça vous pouvez le voir sur la page de R7. Vous allez également le voir sur les réseaux sociaux de Chris Tanguy, sur les réseaux sociaux de Jurol Wemba et de tous ceux-là qui sont en train de participer à cette campagne. Utilisez le hashtag, vous l'écrivez sur une feuille blanche et avec
le message qui sera mentionné ou votre propre message concernant les problèmes de torture au Congo et vous vous prenez en photo. Ensuite, vous faites une petite vidéo de 5 à 10 secondes si vous voulez parler, maximum 1 minute. Et vous nous envoyez ces éléments et nous allons faire une communication pendant tout ce mois afin de dire non aux tortures au Congo-Brazzaville. Il est important de dire et de rappeler, nous avons tous vu que récemment, il y a eu une histoire de travel ban, global travel ban, qui a été mis contre le Congo-Brazzaville. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Il y a certaines personnes qui s'inquiètent parce qu'ils voulaient aller aux États-Unis, parce qu'ils estiment que dans ce pays-là, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opportunité et qu'ils peuvent en fait s'émanciper et vivre leurs rêves. Mais beaucoup de gens ignorent que ce pays est devenu ce qu'il est parce qu'il a un peuple qui sait réclamer ses droits. Récemment, au moment où je vous parle, il y a des émeutes, il y a des marches, il y a des sit-ins qui se font en Californie. Pour ceux qui suivent l'actualité, à cause de problèmes de l'immigration, à cause de certaines lois qui ont été décrétées par les gouvernants, le peuple américain est sorti en masse. Au moment où je vous parle, je pense peut-être que si c'est possible, on pourra balancer des images pendant que je parle. Vous allez voir que le peuple américain est un peuple qui sait sortir lorsque les choses ne vont pas. Nous avons vu le cas de George Floyd, le noir qui avait été assassiné par un policier il y a cela quelques années. Le peuple est sorti en masse et c'est cet engouement patriotique qui a affecté le reste du monde. Et nous avons vu des marches à travers le monde à l'honneur de George Floyd. Et nous parlons de Martin Luther King sous la ségrégation, sous le racisme, qui sont sortis, ils ont organisé la grande marche de Selma, où ils sont sortis en masse pour pouvoir réclamer leurs droits. Donc les États-Unis, le rêve américain, que vous voulez vivre en obtenant un visa américain, n'oubliez pas que cette Amérique-là est devenue ce qu'elle est parce que son peuple sait se faire respecter auprès de ses gouvernants. Il en est de même pour la France. Très souvent, nous allons faire des marches au niveau de la place de la République, mais il est important de rappeler, la dernière fois quand j'étais en France, beaucoup de gens vont juste prendre des photos, mais je me suis rapproché de la plaque et j'ai lu l'histoire de cet endroit symbolique où on explique le combat des Français, des femmes qui sont sorties avec des marmites et des cuillères avec leurs enfants. Des enfants de 14 ans. À cause de l'oppression. Tabino bokanisi que non, oppression, ils ont les Kana Congo, Brazzaville, et l'équipe, vivra na poto. C'est faux. Sous le régime royal, en France, mais les Français ont souffert plus que les Congolais. Mais à un moment, ils se sont dit, ils étaient arrivés à un niveau un peu comme au Congo-Brazzaville, où même les petites choses qu'on avait, ces petites choses-là ont disparu. Aujourd'hui, les Français étaient arrivés à un niveau où même le pain, il n'y avait plus de pain. Et ces femmes-là se sont dites, mais non, si on reste là, il n'y a rien à manger. Si on reste là, on va mourir, mes enfants vont mourir. Alors, pourquoi mourir comme un lâche? Il est mieux que je sorte, que j'aille vers le palais royal. Comme ça, si on arrive à enlever ces personnes-là, nous allons en fait connaître la liberté. Et si ça ne marche pas, au moins je peux mourir avec honneur. C'est comme ça que ces femmes sont sorties avec leurs enfants, avec des marmites. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de PMK, ils n'avaient pas d'AK-47. Ils avaient juste l'amour de la vie, l'amour de la patrie, l'amour de la liberté. Ils ont pris conscience qu'ils avaient un rôle.
Et donc, ces femmes françaises sont sorties avec leurs enfants, avec des cuillères, des marmites, pour réclamer le changement en France. Et lorsque les hommes ont vu le zèle et le courage des femmes, ils n'ont pas eu d'autre choix que de sortir. C'est pour ça que nous voulons également rappeler, en chutant, femmes congolaises, vous avez un rôle à jouer dans la transformation du Congo-Brazzaville. Jeunesse, hier c'était la journée internationale, la journée de la jeunesse en Afrique du Sud, le 16 juin. Le 16 juin, c'est la journée de la jeunesse, mais c'est une journée symbolique parce qu'elle marque la révolution de la jeunesse sud-africaine contre le système oppressif. Et cette journée a eu lieu le 16 juin 1976 ou 79, si je ne me trompe pas, mais du moins c'est le 16 juin. Et à cette époque-là, je tiens à rappeler à tout le monde que Nelson Mandela, Oliver Tambo, tous les leaders de l'ANC étaient tous en prison. Et les autres leaders clés étaient en exil, à savoir Thabo Mbeki, Zuma et les autres. Vous voyez, le peuple sud-africain pouvait se dire que c'est fini. On n'a plus besoin de parler parce que les autres leaders sont en prison, les autres sont en exil. Ils pouvaient abandonner. D'autres pouvaient se dire, nous allons attendre le retour des leaders. Mais non, la jeunesse sud-africaine a dit que la responsabilité de la libération de notre pays ne peut être reposée sur les épaules des leaders seulement. Nous avons également un rôle à jouer. Et cette jeunesse est sortie en masse. Et cette journée a joué un rôle clé pour marquer la fin de l'apartheid. C'est pour ça que je finis en disant, jeunesse congolaise, arrêtez avec ce discours où vous dites à chaque fois, nous attendons un bon leader. Non, il n'y a pas un leader fort de l'opposition. Ah, les choses ne marchent pas au Congo parce que non. Si chaque Congolais, chaque jeune est capable de s'activer et de parler contre l'injustice, contre les crimes, contre la torture au Congo-Brazzaville, je peux vous garantir que ce qui est arrivé en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, arrivera au Congo-Brazzaville. Vive la liberté et nous disons non aux tortures au Congo-Brazzaville. 50 ans de crimes et de tortures, trop, c'est trop. Jérôme Luemba, le patriote. Et donc, Chris Dongui, je vous permets donc de partager, de donner votre dernier mot à ceux qui nous écoutent par rapport à cet événement, cette campagne, cette activité que nous sommes en train de mener. Quel est votre dernier message? Merci Jérôme pour la parole. Je dirais ceci pour les éléments que tu venais d'apporter, dire au peuple congolais, le véritable leader, c'est le peuple. Et ce peuple a connu la gloire. Souvenez-vous de 63. Souvenez-vous de 91. Donc, rien n'est possible. Ce peuple, la population congolaise s'était levée. C'était levée en 91. C'était la jeunesse. Et donc, nous aussi, ceux de cette nouvelle génération peuvent également faire autant. Parce que vous êtes le véritable leader. Donc, tous ceux qui ont les smartphones, vous pouvez participer à cette campagne parce que vous avez tous les pages sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, peu importe votre canal de communication, vous pouvez participer. Même dans les groupes WhatsApp, c'est ce qu'il en est. Et nous demandons à toute la population congolaise des 12 départements de faire autant. Parce que dans un tel système, nul n'est en sécurité. Et donc, il faut se mettre au travail, s'organiser afin de rompre avec un tel système, mettre fin à ce système de torture et crimes en République du Congo, parce que ça fait 50 ans que ça dure. 50 années, c'est pas 5 ans. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie, nous vous remercions pour votre attention. Et comme l'on dit très souvent, le silence est le tapis rouge pour les oppresseurs. Il est l'heure pour les Congolais de tirer ce tapis afin de le poser devant les pieds des vrais patriotes, ceux-là qui prendront soin du peuple congolais. Vive un Congo nouveau et nous vous souhaitons une excellente journée sur R7.